Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce webinaire de Millipat spécial RESP. Comme tous les premiers mardis de chaque mois, on a le RESP qui nous présente un webinaire gratuit pour tous les participants. Donc, c'est trop cool. Et ce mois-ci, c'est Anne Courroucé qui va vous parler de la vaccination. Est-ce que ça vaut le coup de vacciner son cheval si il ne sort pas de chez lui? C'est quoi les protocoles vaccinaux? Pour quelle maladie, etc. Ce webinaire, il est super intéressant et j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Quelques petites consignes parce que notre intervenante a des petits soucis de connexion Internet. La fibre a décidé de ne plus fonctionner dans sa maison. Donc, je vais vous inviter toutes à garder bien vos caméras fermées et vos micros fermés pour utiliser le moins de flux Internet chez Anne possible. Et ainsi que Anne ne pourra pas mettre sa vidéo parce que en fait elle reste figée tout le temps. Donc déjà si on arrive à avoir un partage d'écran qui passe en même temps qu'elle parle, ça sera déjà super. Donc veuillez nous excuser pour ce petit problème technique. Normalement, si vous avez jamais participé à un webinaire, déjà bienvenue et merci de me faire confiance pour ça et de faire confiance à Anne pour vous parler de ce sujet. Mais normalement, on voit l'intervenant et on peut un peu plus interagir visuellement. Là, bon, un peu spécial. C'est les joies d'Internet. Si jamais vous avez des questions pendant ce webinaire, je vous invite à les garder pour la fin. Alors, vous pouvez les noter sur une petite feuille et les poser à la fin. L'idée, c'est que vous avez 45 minutes de présentation et qu'à la fin, on a 15 minutes pour répondre à vos questions si jamais euh, on n'y a pas répondu pendant le webinaire. Donc, il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire et vous aurez le replay dès cette nuit, puisque je pense que je vais le faire juste après, qui sera disponible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à l'envoyer à qui vous voulez et parce que ça peut être utile pour tout le monde. Je vous ai dit que ce webinaire, il se faisait dans le cadre du RESP. Le RESP, qu'est-ce que c'est? Si jamais vous en avez jamais entendu parler, c'est le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine. Donc, c'est eux qui vont surveiller l'évolution, la propagation des maladies sur le territoire français, qui vont alerter si jamais on commence à avoir des foyers ou des nouvelles pathologies qui apparaissent sur le territoire, qui vont déclencher des cellules de crise si jamais ça commence à partir en épidémie, pour éviter surtout que ça parte en épidémie. Et on vous reparlera de VGRESP à la fin, parce que c'est un petit outil qu'ils ont mis en place pour pouvoir vous tenir informé des cas de maladies, de gourdes, de rhino, de grippe, etc., qu'il peut y avoir autour de vous. Donc voilà, ça va être super intéressant. Et je vais laisser la parole à Anne et nous partager ton écran quand tu veux. Merci Émilie. Alors je dis juste bonjour comme ça et je vais m'en aller avec la vidéo. Et donc j'espère que vous allez m'entendre et voir les diapos. On t'entend très bien pour l'instant. Et les diapos sont arrivés? Attends, c'est en cours. C'est bon, on y est. Voilà, bon bah parfait. Donc comme vous l'a dit Émilie, on va se poser la question de vacciner mon cheval. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, le sommaire va se détailler en deux grands points. Donc, d'abord, quelles sont les maladies infectieuses du cheval, l'importance et l'incidence sur le cheval, enfin sur sa santé et l'incidence économique. Donc, on va détailler ces maladies-là et ensuite, on va parler des vaccins. Qu'est-ce que c'est, quel protocole et quel intérêt? Alors, les maladies infectieuses chez le cheval. D'abord, la grippe. La grippe, c'est un virus qui s'appelle l'influenza virus. Enfin, dans le monde, il y a trois types de influenza virus, A, B, C. B et C, on les retrouve principalement chez l'homme, et A, on le retrouve chez le cheval. Donc, alors tout ça, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais je pense que quand vous avez entendu parler de grippe aviaire, vous avez entendu c'est H, HN, enfin, avec un numéro derrière. Et donc ça, c'est toutes les formes que peut prendre le virus de type A. H et N, ce sont des protéines de surface qui vont en fait coder avec des chiffres différents. Et il y a 125 sous-types connus. Chez le cheval, on a deux sous-types, H3N8, H7N7, qui vont circuler, sachant que H7N7 enfin, ne circule quasiment plus dans le monde. Donc, en fait, voilà, sur ces 125 sous-types, il y en a un qui va effectivement toucher le cheval. Donc, la grippe, j'ai voulu vous le représenter de façon simplifiée. C'est
le virus va faire des dégâts, autant de dégâts que le char romain là sur la BD d'Astérix dans ce magnifique jardin anglais. C'est-à-dire qu'en fait, le virus va arriver et va détruire la muqueuse respiratoire et donc va faire globalement un gros trou dedans. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Vous avez en haut à gauche la représentation de enfin, comment sont les voies respiratoires d'un cheval. Donc, on a ce qu'on appelle des cellules épithéliales. Donc, il y a les cellules épithéliales ciliées que vous voyez tout en haut avec les petites brosses, les cellules épithéliales intermédiaires en bleu un peu plus foncé avec un centre rouge, et les cellules épithéliales profondes qui sont un peu plus violettes avec un centre rose. Et donc, si le virus arrive, le virus, il est représenté ici, là, comme, voilà, ça c'est le virus de la grippe qui arrive. Il va arriver donc sur l'épithélium respiratoire. Et ce que ça va donner, c'est ça, à droite. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cellules ciliées, enfin, la première couche va être complètement détruite, la deuxième aussi, et la troisième va se désagréger un petit peu. Donc, ça fait vraiment, comme je vous ai dit, un gros trou, là, dans les voies respiratoires. Donc ça, c'est pour que vous visualisez ce que ça fait comme, enfin, ce que le virus de la grippe fait. Chez le cheval, on va avoir une incubation qui est courte, c'est-à-dire qu'entre le moment où le virus va être en contact avec le cheval et le moment où il va déclencher des signes, il y a à peu près 2 jours, 48 heures. Il va d'abord présenter un état grippal. Donc, vous pensiez vraiment... alors, le virus de la grippe cheval n'est pas transmissible à l'homme. Mais l'homme peut avoir la grippe. Et donc, si, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà eu la grippe. Et donc, c'est exactement, on va dire, les mêmes symptômes qu'on peut ressentir. On est d'abord en état grippal avec une fièvre très importante. Donc, les chevaux sont comme nous, hein. Température anormale au-dessus de 38,5. Donc là, c'est souvent des températures au-dessus de 40 degrés. Léthargie, donc un cheval qui est fatigué, qui a des douleurs musculaires, qui a une baisse d'appétit et des signes respiratoires qui vont arriver en deuxième temps avec un jetage, donc du nez, le nez qui coule, une toux qui va être forte, sèche, quinteuse, persistante et fatigante. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc ça veut dire que comme c'est contagieux, donc c'est infectieux et contagieux, ça veut dire que la maladie va passer d'un cheval à l'autre et qu'au final, quand on a plusieurs chevaux, on va avoir ce qu'on appelle un effectif fébrile et tousseur, c'est-à-dire qu'il y a certains chevaux qui sont au stade de l'incubation, d'autres chevaux qui vont être au stade de l'état grippal avec de la fièvre et d'autres chevaux qui vont présenter des signes respiratoires. La grippe équine peut avoir des complications à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc à court terme, on peut avoir des surinfections bactériennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheval, en fait, on a dit, il y a un espèce de gros trou qui se fait dans ses voies respiratoires. Donc ça veut dire qu'on a des bactéries qui étaient présentes dans les voies respiratoires, qui vont en profiter pour aller se multiplier. Et donc ça peut ensuite dégénérer, on va dire, en surinfection avec des bactéries. À moyen terme, on peut avoir des problèmes cardiaques. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc au moment du Covid, ou peut-être que certains ont connu des gens qui ont été touchés de ce point de vue-là, on alertait beaucoup sur les risques cardiaques suite au Covid. Mais en fait, tous les virus peuvent provoquer à moyen terme des problèmes cardiaques, et la grippe provoque ce genre de problème aussi chez le cheval. Et des complications à long terme, c'est des problèmes respiratoires, mais beaucoup plus chroniques qui peuvent arriver derrière. Donc, les sources de contagion, c'est la source directe, c'est-à-dire le cheval qui est malade, qui est dans le voisin de boxe, par exemple, qui va, entre guillemets, cracher, enfin tousser, éternuer sur le voisin d'à côté, et donc le voisin va être malade. Indirect, par les mains, par les vêtements, par les outils. Donc nous, on est les premiers vecteurs de ces maladies si on ne prend pas des mesures, notamment pour se laver les mains quand on touche, quand on passe d'un cheval à l'autre, notamment un cheval malade par rapport à un autre, ou qu'on ne met pas des gants, etc. Les matières virulentes, donc c'est les éternuements. L'excrétion, donc pardon, le jetage débute dans les 3 jours qui suivent la contamination et va se prolonger pendant environ une semaine. La résistance de ce virus est assez faible dans le milieu extérieur. C'est une chance, entre guillemets, c'est-à-dire que si, par exemple, le virus se trouve sur les parois d'un box, etc., sur les murs d'un box, finalement, il ne va pas résister très longtemps dans le milieu extérieur. Les facteurs de réceptivité varient en fonction des chevaux, c'est-à-dire que quand on a des chevaux, par exemple, qui ont un système immunitaire qui est affaibli parce qu'ils sont vieux, par exemple, ou parce que c'est une jument gestante,
on peut avoir des chevaux qui sont plus réceptifs au virus de la grippe. Donc ça, c'est la première maladie. La deuxième maladie, donc, c'est la rhinopneumonie. On peut parler même de rhinopneumonie. Donc, rhinopneumonie, on a eu à nouveau une crise en France là, à l'hiver 2024, donc novembre et décembre 2024. Vous voyez que là aussi, il y a pas mal de différents herpès virus. Donc, il y a les alpha herpès virus, les bêta herpès virus, les gamma herpès virus. Donc, chez le cheval, les deux plus embêtants, enfin, le plus embêtant, on va dire, c'est EHV1, donc qui est ici, vous voyez ma souris ici, qui va provoquer trois types de symptômes, des avortements, une forme nerveuse, une forme respiratoire. Après, on a EHV4 qui se trouve quand même assez, enfin qui circule quand même assez souvent dans la population des chevaux, qui va provoquer une forme respiratoire. Et puis, on a aussi des gamma herpès virus qui sont beaucoup moins méchants, EHV2, EHV5. Et puis, vous voyez qu'il y a des herpès virus qui sont aussi spécialisés dans l'âne, puisqu'on a des AHV, Asine herpès virus, au lieu de EHV, Equine herpès virus. Donc, ces virus, ils sont redoutables. Pourquoi? Alors, je vous ai mis l'exemple d'un petit écureuil, là, ou d'une petite, une charmante petite, un charmant petit animal qui hiberne. Mais en fait, les herpès virus, c'est exactement ça. En fait, ils vont rentrer dans l'organisme, ils vont provoquer une maladie et ils vont entrer en latence, c'est-à-dire qu'ils vont rester sans faire de bruit et puis à un moment donné, ils vont se réactiver. Donc il y a une action en deux temps, une première infection qui va être de gravité variable et ensuite ça reste dans l'organisme sous forme de provirus et ça peut ensuite provoquer une autre maladie. Alors chez l'homme, c'est ce qui se passe par exemple avec la varicelle. Quand vous êtes enfant, bébé, vous pouvez attraper la varicelle. Ce virus, il reste en vous. Et à un moment donné, il pourra en ressortir, ou pas d'ailleurs, mais il pourra éventuellement ressortir sous la forme d'un zona. Et c'est le même virus qui vous a provoqué la varicelle quand vous étiez petit. Et puis, je vous ai montré aussi l'exemple de l'herpès cutané, hein, qui ressort quand on est stressé, fatigué, ou pas bien. Et là aussi, c'est quelque chose qui reste à l'état latent et qui est réexcrété. Voilà. Donc, la rhinopneumonie, on va parler ici principalement de HV1. Donc, on a dit trois formes. La forme respiratoire, donc de toute façon, le virus rentre par les voies respiratoires et ensuite peut aller toucher le fœtus si c'est une jument gestante ou peut toucher le système nerveux. Donc, dans la forme respiratoire, ça peut être provoqué donc par EHV4, EHV1. On a une incubation à peu près comme la grippe, hein, 1 à 3 jours. Une fièvre au-dessus de 40, jetage, donc séreux, ça veut dire que c'est vraiment liquide, hein, c'est le nez qui coule, une toux, des larmoiements, donc enfin, un cheval qui tousse, c'est qu'à mal à la gorge globalement. On peut avoir une expression pardon, clinique qui peut être modérée ou subclinique, c'est-à-dire qu'en fait, le cheval, si on ne prend pas sa température, ça peut passer inaperçu s'il n'a pas 40, hein, s'il a 38,8, 39,2, il ne va pas forcément vous le dire. Et les complications, là aussi, peuvent être des complications bactériennes. La forme qui conduit à l'avortement, c'est EHV1, là aussi. Donc, je vous ai dit, ça, c'est le virus qui est le plus méchant, qui est secondaire donc à une contamination respiratoire ou à une réactivation du virus. Ça touche les juments dans le dernier tiers de la gestation. Sans prodrome, sans complication, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe annonciateur. C'est-à-dire que la jument va avorter sans qu'il n'y ait rien eu qui se soit passé avant. Et sans complication, c'est la différence avec les avortements qui sont liés à des bactéries, par exemple, c'est que finalement, la jument, elle se porte très bien après derrière. Il y a une contagiosité très élevée parce qu'il y a plein de virus en fait au niveau de l'avorton et du placenta et dans les sécrétions aussi vaginales postpartum. Et enfin, la forme nerveuse, donc on a apparition des signes neurologiques qui vont arriver souvent dans la deuxième semaine après l'infection respiratoire, qui a pu passer inaperçue, hein. Et puis, on va avoir des signes neurologiques qui sont principalement des signes d'ataxie, c'est-à-dire d'incoordination des membres. Je vais vous montrer deux petits films. Donc, ces films viennent de chevaux français qui étaient à Valence en 2021, là, quand il y a eu la grosse épidémie de rhinopneumonie.
Ce sont des chevaux qui aujourd'hui vont très bien, je vous rassure. La première jument que vous allez voir, c'était la première fois qu'elle sortait de son box après avoir été vraiment suspendue parce qu'elle n'arrivait plus à se tenir debout. Donc vous allez regarder ses postérieurs, si j'arrive à démarrer le film. Et voilà. Pardon. Donc là, vous voyez que la jument, elle sait pas trop où elle met les pieds et en plus, elle traîne les postérieurs. Et la deuxième jument, elle était un peu, enfin, c'est pas qu'elle était moins atteinte, c'est qu'elle était dans un stade de récupération un peu plus avancé. Hop là. Et vous allez regarder là aussi ses postérieurs, si j'arrive à démarrer le truc. Hop, il est où mon film? Là. Toc. Voilà, donc ça c'est vraiment, vous voyez que la façon de traîner les postérieurs comme ça c'est vraiment caractéristique de la forme nerveuse de la rhinopneumonie. Et parfois, ils sont comme ça, c'est-à-dire que la parésie ou paralysie commence par les postérieurs. Parfois, ils sont complètement paralysés, ils peuvent même plus se lever. Mais voilà, celui-là, il a les antérieurs qui fonctionnent encore, mais pas les postérieurs. Après, ces chevaux-là, ils meurent pas forcément, hein. Il y a des phases neuro qui sont assez aiguës, mais le cheval peut arriver à s'en sortir enfin, assez bien. Très important, hein, souvent de les. Je vous montre l'exemple de ce qui s'est passé là dans une des écuries près de Paris cet hiver. Donc, ils avaient un certain nombre de chevaux qui étaient malades et ils en ont eu jusqu'à 8 qui ont été suspendus comme ça, avec ce système très ingénieux, avec des bottes de paille et des barres d'obstacles. Et les chevaux, en fait, c'est pas une bonne chose de les laisser coucher parce qu'il faut les changer de côté, etc. C'est compliqué. Donc, en fait, quand ils n'arrivent pas bien à se tenir debout, on les suspend comme ça et puis ça peut être vraiment transitoire en attendant qu'ils aillent mieux. Donc, les complications de la rhinopneumonie à court terme, en tout cas de cette forme nerveuse, c'est des surinfections bactériennes. Alors, ils peuvent avoir aussi une paralysie de la vessie, puisque en fait, c'est vraiment les postérieurs qui sont paralysés. Donc, il faut les aider à vidanger la vessie. On peut avoir des problèmes cardiaques et on peut aussi avoir des problèmes donc, respiratoires et neurologiques. La source de contagion, donc c'est exactement la même chose que pour la grippe. On est là aussi des vecteurs. L'excrétion, elle débute dans les 3 jours qui suivent la contamination. Ça se prolonge pendant environ une semaine. Et la grosse différence par rapport au virus de la grippe, c'est que la résistance de ce virus est très forte dans le milieu extérieur. Il y a des études qui ont été récemment menées qui ont montré que le virus survivait plus de 3 semaines dans le milieu extérieur et dans des conditions parfois qui sont assez euh, enfin, des conditions météorologiques qui sont parfois très froids, très chauds, etc. Donc, en fait, ce virus est vraiment très résistant et il survit aussi dans l'eau. Donc, voilà, tout ce qui est abreuvoir, etc., il faut faire vraiment très, très attention à ça. Troisième maladie qu'on va détailler ici, la fièvre du West Nile. Donc, je vous parle un peu de cette maladie là qui est en train de remonter gentiment du sud de la France vers la région parisienne. Donc, on va en parler juste après. Alors, c'est une maladie, à la différence des deux premières, c'est une maladie qui est infectieuse, mais pas contagieuse. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas se passer d'un cheval à l'autre. On a un vecteur, c'est ce qu'on appelle une maladie vectorielle. Ce sont les oiseaux qui sont des hôtes réservoirs et les moustiques qui vont être les transmetteurs entre les oiseaux et les chevaux. Et les chevaux et l'homme sont des cul-de-sac épidémiologiques, c'est-à-dire que après eux, on peut pas, enfin, personne ne peut se contaminer à partir d'un cheval malade et à partir d'un homme malade, mais en tout cas, l'homme et le cheval peuvent être atteints. Voilà, et on utilise, enfin en tout cas les épidémiologistes humains utilisent beaucoup le cheval comme justement révélateur du risque d'infection pour l'homme, et c'est vraiment une sentinelle pour le risque d'infection humaine. Donc, je vous montre une petite carte de 2024 qui montre le nombre de foyers des équidés et le nombre de foyers humains. Donc, vous voyez qu'en fait, bon, le nombre de foyers humains est un petit peu plus précoce que le nombre de foyers des équidés,
mais vous voyez qu'en fait, ça se suit vraiment de façon importante. Et là, pour le coup, ce sont les humains qui finalement sont les sentinelles par rapport aux chevaux. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que il y a encore quelques temps, on avait en France, West Nile était vraiment limité à la Camargue. Depuis 2 ans, on a le virus qui est remonté donc en région bordelaise et qui remonte du côté de La Rochelle et de la Vendée. Et là, depuis cette année, on a eu des cas positifs donc dans les Yvelines. Là, ça c'était le cas du 10 septembre 2025 qui a été donc Émilie vous a parlé tout à l'heure du RESP avec les alertes du RESP, mais voilà, c'est ce que le RESP a fait redescendre comme information avec des symptômes, vous voyez, qui sont marqués ici, ataxie, refus de se lever. Il faut savoir que pour cette maladie, qui est une maladie en fait qui est réglementée par l'État, enfin, les analyses peuvent être faites, par exemple, dans un laboratoire qui est le laboratoire de Caen, l'ABO, mais tous les prélèvements sont forcément vérifiés par le laboratoire national de référence, qui est le laboratoire de l'ANSES à Paris. Et là, vous voyez, cas de fièvre du Nil dans l'Oise. Donc vraiment, ça commence à remonter, donc région parisienne, et ça commence à remonter donc vers le nord de la France. Et là, Paris, donc 19 septembre 2025. Donc, on a maintenant enfin vraiment une, et puis on a aussi dans la vallée du Rhône hein, une remontée de ce virus. Donc, on sait qu'avec le réchauffement climatique, en fait, on a des maladies comme ça qui sont des maladies vectorielles qui vont vraiment s'étendre et qui étaient vraiment cantonnées à certains endroits avant et qui maintenant vont changer un peu de configuration. Et voilà, on en reparlera dans la vaccination, mais ça, c'est vraiment très important. Donc, je vous ai remis la même la même photo, pardon, parce que West Nile peut provoquer aussi ce genre d'ataxie et de chevaux qui n'arrivent plus à se lever et peut présenter aussi des signes neurologiques centraux, c'est-à-dire en fait des chevaux qui peuvent avoir des positions, par exemple, comme ça. En fait, quand ils rencontrent le virus, la plupart vont ce qu'on appelle séroconvertir, c'est-à-dire qu'ils produisent des anticorps et ils ne présentent pas de signes cliniques. Et dans 5 à 8 des cas, les chevaux vont présenter des signes neurologiques avec comme signe prédominant donc une encéphalomyélite, c'est-à-dire qu'on a vraiment des signes neurocentraux, comme ici, à droite, avec de l'ataxie, donc avec des chevaux qui n'arrivent pas à se lever. La fièvre est un signe constant de la maladie qui survient avant l'apparition des signes neurologiques. Et là aussi, hein, les chevaux peuvent très bien s'en remettre tout à fait. Lorsqu'un cheval présente des signes cliniques, on a un taux de mortalité qui est compris entre 22 et 44 et on a des chevaux qui vont présenter des séquelles avec des pertes de poids, une léthargie, une ataxie, donc avec des difficultés à marcher, et un dysfonctionnement de certains nerfs, notamment au niveau de la tête. Voilà. Donc ensuite, l'artérite virale. L'artérite virale, c'est là aussi un virus. On a eu des souches qui ont circulé en France en 2007 qui ont provoqué donc des signes cliniques et on avait une souche virulente qui était apparue en Normandie en juin 2007 qui a été à l'origine d'avortements et de mortalité chez des poulains. Donc là, on a une transmission par voie respiratoire, mais on a potentiellement aussi une transmission par voie sexuelle. La contamination se fait dans ce cas-là d'un étalon excréteur vers les juments qui saillit ou qui sont inséminés avec sa semence qui peut être fraîche, réfrigérée ou congelée. Et les étalons excréteurs représentent le réservoir du virus. Donc après guérison clinique, c'est-à-dire qu'eux, ils vont bien. Par contre, ils restent porteurs du virus dans 10 à 60, enfin 10 à 70%, donc c'est assez large hein, comme fourchette. Ils vont excréter donc le virus dans le sperme. Et cette excrétion peut durer de quelques semaines à plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours des contrôles avant la monte sur les étalons et sur certaines juments aussi pour l'artérite virale. L'artérite virale, ça donne quoi comme signe? Ça donne de la fièvre là aussi. Donc anorexie, c'est un cheval qui arrête de manger, mais ça va avec la fièvre, hein, de l'abattement aussi. On a des signes de conjonctivite avec donc des yeux qui pleurent, une congestion de la muqueuse nasale. Donc je ne sais pas si vous voyez sur la photo de droite, le cheval a vraiment le nez, le bout du nez tout gonflé. Et un œdème des jambes et du scrotum chez les étalons. Là, vous voyez un étalon qui a un scrotum qui est vraiment hyper gonflé. Donc ça, c'est des cas d'artérite virale. La gourme. Donc la gourme, c'est une maladie qui n'est pas virale, qui est bactérienne. Donc là, on passe au stade, on va dire, bactérien. Incubation, donc qui va être un tout petit peu plus long, 2 à 6 jours. On a de la fièvre là aussi.
abattement, donc on a dit ça va avec. Là, pour le coup, on va avoir un jetage qui va être plutôt mucopurulent, comme on voit sur la photo ici. Une hypertrophie des ganglions, donc des ganglions qui sont sous la gorge, des gonflements locaux, une tête portée avec raideur en extension. Donc, on a un cheval qui va présenter, par exemple, des ganglions sous-mandibulaires. Vous voyez ici cette masse. Donc ça, c'est complètement anormal. Ce sont les ganglions sous-mandibulaires qui ont grossi et qui sont pleins de pus. Donc là, je vous montre sur un petit schéma, hein. Vous avez ici ces ganglions mandibulaires de l'auge. Et c'est ce qu'on voit sur la photo chez ce cheval qui est vraiment très gros. Donc là, vous avez, alors je suis désolée, hein, certains n'ont peut-être pas mangé encore ou certains viennent de manger, mais voilà, vous avez un vétérinaire qui va aider le cheval à éliminer ce pus, c'est-à-dire qu'il va intervenir sur le ganglion, il va juste faire une petite ouverture et vous voyez qu'il y a du pus qui sort. Donc ensuite, on peut avoir aussi les ganglions rétropharyngiens. Donc quand vous regardez un cheval normal, il n'y a pas du tout de ganglions dans cette zone-là. Ce poulain-là, vous voyez qu'il a des ganglions juste énormes, donc ils sont hypertrophiés, pleins de pus, et vous voyez qu'il a dû avoir une trachéotomie, c'est-à-dire qu'on lui a fait un trou dans la trachée pour qu'il puisse respirer, parce que tellement ça, les ganglions en fait appuyaient sur ses voies respiratoires. Donc si on n'avait pas fait ça, le poulain était plus vivant, hein. Donc voilà. Et on a aussi ces ganglions rétropharyngiens, donc qui sont ici, qui peuvent non pas être gonflés et puis plein de pus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur et donc vers la poche gutturale. Alors la poche gutturale, il n'y a que les chevaux et les rhinocéros qui en ont. On ne sait pas bien à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est un petit nid à microbes puisque ça, on a des gros vaisseaux qui passent dedans et c'est un petit milieu chaud et humide dans lequel les bactéries aiment bien se développer. Donc là, sur la photo, vous voyez l'intérieur d'une poche gutturale et ça, c'est le ganglion qui vraiment est hypertrophié, mais à l'intérieur de la poche gutturale, et vous voyez qu'il y a du pus qui sort. Donc c'est là le problème de ces chevaux-là, c'est que vous voyez rien, il est malade, et en plus c'est une vraie bombe à retardement dans votre écurie parce que il va pouvoir mettre en fait des petites bactéries partout et rendre tout le monde malade. Ça, c'est une endoscopie où on voit ici le larynx du cheval tout au fond, le pharynx. Ça, ce sont les clapets des poches gutturales, vous voyez, en haut de chaque côté. Donc ça, c'est un cheval normal. Et là, vous voyez bien que au niveau de ce clapet, vous avez du pus qui sort. Et ça, c'est complètement anormal. Et ça, c'est un cheval qui présente la gourme. Donc, dans les poches gutturales, on peut avoir ce type d'abcès, comme je viens de vous montrer précédemment. Et puis, vous pouvez avoir du pus comme ça. Alors, ça ressemble un peu à de la crème, là. Vous avez des petites choses solides. Et le problème, c'est qu'une fois que ça commence à se solidifier, ça devient très difficile de l'éliminer. Et le cheval, entre guillemets, ne montre rien, encore une fois, mais va pouvoir être vraiment excréteur et contagieux. Je vous montre un petit film et je vais vous expliquer après ce qui se passe avec ce cheval. Donc, vous entendez le bruit qu'il fait. C'est un cheval qui avait 20, enfin, qui a 20 ans, enfin, qui avait 20 ans, parce que c'était à mon moment. Et donc là, je vous mets une image. Mince, pardon, excusez-moi. Je vous montre comment est un larynx normal de cheval. Ça, c'est pas lui, c'est un larynx complètement normal de cheval. Vous voyez que tout ça, ça s'ouvre complètement. Et chez lui, en fait, vous avez juste une photo ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, au lieu d'être ouvert, ça, c'est fermé. Sauf que là, en fait, vous avez le passage de la trachée. Donc, ça veut dire que là, c'est complètement fermé. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'air qui passe dans la trachée. Et pourquoi c'est fermé? Parce que ce côté-là, alors ça c'était inhérent à lui, c'est-à-dire qu'en fait ce côté-là était paralysé, hein. C'est ce qu'on appelle l'hémiplégie laryngée, le cornage. Donc ça peut arriver chez beaucoup de chevaux. Donc pauvre cheval, il a combiné enfin deux soucis. Donc son hémiplégie laryngée qu'il avait depuis un moment, et puis là, vous voyez, c'est complètement déformé. Ça c'est un abcès de gourme ici qui appuie sur l'autre côté. Et de ce fait-là, en fait, le cheval, il n'a plus du tout d'air qui passe. Donc lui aussi, il a fallu lui faire une trachéotomie. Voilà. Dernière maladie qu'on va voir, le tétanos, qui est une maladie là due aussi à une bactérie, qui là aussi est alors pour le coup infectieuse, non contagieuse, transmise par une blessure, donc un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, un clou de rue par exemple, ou une maladie, une plaie, on va dire toute petite mais assez profonde. On va avoir une incubation de quelques jours à plusieurs semaines.
Et on va avoir ensuite, donc là vous avez un petit âne, vous avez l'impression qu'il fait des pointes, mais en fait c'est qu'il est juste tout raide. Et le signe caractéristique, c'est quand on lève la tête de ces chevaux-là, on a une procidence de la troisième paupière que vous voyez ici. Donc, le tétanos, ça fait faire aussi des crises paroxystiques, des convulsions, la mort. Il y a plein de complications. Pourquoi je vous parle de cette maladie qui n'est pas contagieuse? Parce que c'est une maladie pour laquelle il y a un vaccin et pourtant il y a quand même encore des animaux qui vont mourir de cette maladie-là. Donc voilà, ça c'est un animal qui est atteint du tétanos. Donc vous voyez que tous les muscles, on va dire, sont vraiment tétanisés. C'est vraiment le mot. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un peu ce petit musée des horreurs, on va parler des vaccins. Donc les vaccins, pourquoi est-ce qu'on a des vaccins? Parce que les maladies infectieuses courantes du cheval sont souvent très contagieuses, peuvent toucher des écuries entières et que c'est donc important d'arriver à protéger les chevaux, mais aussi la population de chevaux. On a des conséquences de ces maladies qu'on a vues médicales, donc ils vont présenter de la fièvre, de la toux, du jetage, ils peuvent présenter des signes neurologiques graves, ils peuvent mourir de ces maladies-là. En plus, il y a des conséquences sportives, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, dans ces cas-là, faire de compétition, plus d'exercice. Donc, ça veut dire que le cheval va rester au box, arrêt de l'exercice, au box. Donc, pour son bien-être, ce n'est pas forcément l'idéal. Et on a des conséquences économiques qui peuvent être absolument énormes pour les organisateurs de concours, pour les écuries, pour toute la filière. Un petit exemple, en Australie en 2007, donc l'Australie est un pays qui ne vaccine pas ses chevaux contre la grippe, que ce soit les chevaux de course ou les chevaux de sport, et ils ont une quarantaine donc avant de rentrer en Australie. Il y a eu un cheval qui a passé cette quarantaine et qui aurait pas dû sortir de la quarantaine, mais visiblement il est sorti, il était contagieux pour la grippe. Et au final, il y a eu plus de 75 000 chevaux infectés et une perte qui a été estimée à environ 3,3 millions d'euros par jour. Donc c'est juste énorme. Ils ont été obligés de vacciner tout le monde. Et voilà, donc c'est juste pour montrer que sur un effectif qu'on appelle naïf, c'est-à-dire pas vacciné, on peut avoir un virus qui va se propager extrêmement vite et qui va provoquer beaucoup de dégâts dans la population équine et dans les portefeuilles. À Valence, donc en Espagne, en 2021, il y avait à peu près 800 chevaux présents sur le site de compétition. Il y a eu trois autres compétitions internationales qui ont été touchées avec des chevaux qui sont allés aussi dans ces compétitions-là, donc deux en Espagne et une à Doha au Qatar. Il y a eu 10 fédérations nationales qui ont signalé des cas qui étaient épidémiologiquement liés à ce qui s'est passé à Valence, donc en Espagne. La Fédération équestre internationale a dû annuler des compétitions pendant 6 semaines dans 12 pays d'Europe. Au total, il y a eu 20 chevaux touchés qui ont été euthanasiés et la FEI a imposé une quarantaine et des tests obligatoires sur presque 4000 chevaux pour prévenir la transmission du virus. En fait, aujourd'hui, enfin, on ne sait toujours pas combien de chevaux cliniquement et subcliniquement, combien de chevaux combien de chevaux ont été affectés, pardon. Et en France, en 2024, donc il y a eu un cas lors d'un rassemblement en octobre 2024, et ça s'est transmis. Alors, il y a eu une dizaine de foyers en tout, mais 4 foyers vraiment majeurs, deux en région parisienne, un en Loire-Atlantique, un dans l'Orne. Il y a eu un total de 13 morts, donc vous voyez, plus que au total, là, il y avait, on va dire, sur ces quatre grosses écuries-là, il y avait 300 chevaux, et il y a eu 13 morts. Donc, beaucoup plus que finalement, proportionnellement qu'à Valence. Et on a eu des écuries bloquées, donc plus de mouvement, plus de cours, plus de concours. Et dans toutes les écuries, un pourcentage de chevaux positifs très important. Là, vous voyez une des juments. Alors, cette jument, je vous rassure, elle va aussi très bien maintenant. Mais elle a passé quand même un certain temps suspendue. Là, vous voyez qu'on lui a juste posé son harnais sur le dos. Et c'est la phase de rééducation où elle faisait d'abord un demi-tour, ensuite un tour, etc., du paddock. Enfin, ouais, du manège. Alors, la vaccination, elle permet de protéger les chevaux de la survenue et de la propagation de maladies infectieuses à l'échelle d'un individu, mais aussi d'une population. Parce que les chevaux sont une population à risque, parce que du fait de leur mode de vie, donc il y a plusieurs chevaux au sein d'une écurie, il y a des déplacements fréquents, les rassemblements lors des courses, des compétitions, des ventes de de jeunes chevaux, et surtout, il y a aussi une introduction assez régulière finalement de nouveaux chevaux dans une écurie, qui peuvent être notamment aussi des jeunes chevaux, mais voilà.
Donc tout ça fait que finalement la population équine, c'est une population qui est à risque. Et là encore, hein, si je fais un parallèle avec le Covid, on a bien dit au moment du Covid que c'était pas forcément toujours qu'une vaccination individuelle, mais qu'on recherchait une vaccination de la population pour que justement arrêter la progression du virus. Donc la vaccination est nécessaire. Elle ne remplace pas, bien sûr, un certain nombre de mesures qui sont des mesures sanitaires ou de biosécurité. Alors, les vaccins obligatoires en France, il y a la grippe, qui est obligatoire pour tout cheval qui participe à des rassemblements, sports et courses. Et il y a une vaccination contre la rhinopneumonie qui est obligatoire pour les chevaux de course, donc trot et galop. Pour les chevaux de sport, depuis le 1er janvier 2022, pour les jeunes chevaux, donc de la Société hippique française. Depuis le 1er janvier 2024 pour les chevaux de sport pour la division pro. Et elle sera obligatoire donc pour les amateurs à partir du 1er janvier 2026. En fonction des différentes disciplines, il y a des protocoles différents, juste parce que les maisons mères ne se sont pas forcément concertées, hein, c'est pas une volonté, mais voilà, ça rend pas forcément toujours les choses faciles pour les vétérinaires pour, pour les protocoles de vaccination. Il y a des protocoles de vaccination pour la grippe qui sont obligatoires tous les 6 mois, notamment chez les galopeurs, et qui sont obligatoires tous les ans, notamment chez les trotteurs et les chevaux de sport. Mais on recommande quand même fortement de vacciner les chevaux tous les 6 mois parce que on sait que l'immunité d'un cheval contre la grippe va, au bout de 6 mois, vraiment diminuer et que le cheval va être plus vulnérable après les 6 mois. Après, il y a des vaccins qui existent en France qui ne sont pas obligatoires. Donc, il y a un vaccin contre West Nile. Alors, il faut savoir que l'homme n'a pas de vaccin contre West Nile, hein. Les hommes ne peuvent pas se protéger, les chevaux si, et le vaccin, il est très efficace. Et il va falloir commencer à réfléchir très fortement à vacciner les chevaux d'une façon plus générale, parce que je vous ai montré, hein, le virus, enfin la maladie progresse, le virus remonte. Je pense que dans quelques temps, on va avoir du virus dans l'ouest de la France, la Normandie, etc., où il y a vraiment beaucoup de chevaux. Donc voilà, c'est vraiment très important d'anticiper. On sait que ce vaccin-là protège bien les chevaux. Il y a un vaccin donc contre l'artérite virale, un vaccin contre le tétanos, un vaccin contre la gourme. C'est un vaccin, en tout cas le vaccin contre la gourme, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 2-3 ans en France, et c'est vraiment un vaccin très efficace qui là aussi devrait être vraiment pris en considération. Le tétanos, je l'ai mis là parce que encore une fois, c'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie infectieuse. Et c'est vraiment une maladie pour laquelle on a un vaccin super efficace. L'immunité en plus dure longtemps, c'est-à-dire que même si on vaccine pas un cheval tous les ans avec le tétanos, il a quand même des anticorps et il peut se défendre contre cette maladie-là. Et c'est une maladie tellement horrible que franchement, ça vaut le coup vraiment de les vacciner contre le tétanos. Alors, voilà, donc ça illustre les différences qu'il peut y avoir donc, dans le sport et dans les courses, et entre, par exemple, le sport, les compétitions nationales et les compétitions internationales. Donc, pour la grippe, il n'y a pas forcément tant de différence que ça, si ce n'est effectivement les âges, enfin, le rappel à 6 mois ou le rappel à 12 mois. Maintenant, chez les chevaux de sport aussi, on est passé donc avec un protocole donc, de 21 à 60 jours entre la première et la deuxième vaccination, un rappel à 6 mois et ensuite un rappel, donc soit tous les ans, soit à 6 mois chez les galopeurs, et encore une fois avec un conseil fort de les vacciner tous les 6 mois. Chez les chevaux de sport, hein, c'est interdit de vacciner un cheval dans les 7 jours avant la compétition et chez les chevaux de course dans les 4 jours avant la compétition. Parce qu'ils peuvent faire des réactions, ils peuvent avoir un peu de fièvre, ils peuvent être pas très bien. Donc voilà, c'est bien de les préserver aussi de ce point de vue-là. Ce qui est important à considérer, c'est l'âge de la vaccination. Il ne faut pas faut pas les vacciner trop tôt. Pourquoi? Parce que en fait, leur système immunitaire n'est pas forcément toujours développé, enfin bien développé. Donc il faut éventuellement considérer une première injection vers 6 mois. Intervalle entre les injections, donc maintenant on est passé entre les deux premières injections à 60 jours. Et la fréquence des rappels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça reste, chez les chevaux de sport en compétition nationale, ça reste obligatoire tous les ans. Mais voilà, on recommande tous les 6 mois. Et il faut savoir qu'un individu vacciné peut avoir la grippe.
il va excréter le virus de façon moins importante, mais il peut quand même euh, excréter le virus. Mais c'est exactement la même chose qui se passe avec l'homme, hein. Vous savez que là, ça y est, les campagnes de vaccination vont commencer pour cet hiver. Et vous savez que quand on est vacciné contre la grippe, ça n'empêche pas que éventuellement on soit malade à un moment donné. Donc ça peut arriver. Donc la recommandation sera effectivement ici de vacciner tous les 6 mois. La rhinopneumonie, alors le mauvais élève, c'est la Fédération équestre internationale là, pour lequel il y a pas de vaccination obligatoire. Moi, je suis très heureuse et très fière qu'en France, il y ait eu une recommandation pour la vaccination obligatoire parce que on est aujourd'hui en France sur une vaccination d'à peu près un quart de la population pour la rhinopneumonie, ce qui n'est pas suffisant pour protéger l'ensemble de la population. Et là, donc avec le fait que ce soit obligatoire pour les pros et que ça va devenir obligatoire pour les amateurs, on va étendre justement cette couverture vaccinale. Et voilà. Et donc, au galop, la primo-vaccination a débuté dès l'âge de 6 mois et avant la fin de l'année de la naissance du poulain. Donc, en fait, avant la fin de l'année de ses 1 an, il doit être vacciné correctement. Et voilà. Donc, ce qui est important à considérer pour la rhinopneumonie, c'est que la vaccination, elle permet de réduire la sévérité des infections respiratoires chez les chevaux, réduire l'incidence des avortements chez les femelles gestantes. Donc, ça, vraiment, ça a été montré. On sait aussi qu'un individu vacciné, comme pour la grippe, peut quand même présenter une forme respiratoire et ou un avortement et ou une forme nerveuse. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est pas parce qu'un individu est vacciné qu'il ne pourra pas avoir une forme nerveuse et qu'il ne pourra pas potentiellement, éventuellement même mourir de sa forme nerveuse. Mais pourquoi c'est important de vacciner les chevaux contre la rhinopneumonie? Parce qu'encore une fois, on protège pas forcément un cheval en tant qu'individu, mais on protège l'ensemble de la population. Et plus il y aura de chevaux vaccinés, et moins ils seront excréteurs, et donc moins la maladie se propagera, et donc il y aura de moins en moins, on va dire, de problèmes et de chevaux malades. Voilà. Et recommandation, là aussi, de vacciner tous les 6 mois. Donc, franchement, coupler la vaccination rhinopneumonie à la vaccination de la grippe, c'est quelque chose vraiment à envisager. West Nile, donc il y a 3 vaccins qui sont commercialisés en France avec 2 injections espacées de 3 à 5 semaines pour la primo-vaccination. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que maintenant ça commence à remonter. Il y a eu des cas en Guadeloupe aussi. Donc, les recommandations sont de vacciner les chevaux vivants ou se déplaçant en zone endémique et de vacciner les chevaux hors zone endémique euh, parce qu'il y a des cas qui remontent en fait avec les moustiques et puis qu'il y a aussi des chevaux qui voyagent et qui vont éventuellement pouvoir remonter dans des zones où il n'y avait pas de virus. L'artérite virale, donc pour prévenir cette artérite virale, il faut diminuer la propagation du virus, donc éviter que les étalons ne deviennent porteurs à vie. Donc vacciner les juments, les poulains de plus de 9 mois, les étalons afin de protéger contre l'infection clinique et éviter que les étalons deviennent porteurs. Et il faut surtout aussi beaucoup tester les étalons ou les juments non vaccinés. 4 semaines avant l'accouplement, ils pourront intégrer donc le programme de reproduction s'ils sont séronégatifs. Tous les étalons séronégatifs doivent impérativement être vaccinés dans le cadre de la stratégie de prévention normale de l'artérite virale. Recommandation, donc, c'est tester et vacciner les étalons, mais aussi les juments et les poulains de plus de 9 mois. La gourme, donc il y a un vaccin qui est disponible en France. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais est fortement recommandé en zone endémique. C'est le vaccin qui s'appelle Strongvac, qui est sûr, qui ne fait pas d'effets secondaires et qui est, on le sait maintenant, efficace dès la troisième vaccination. Nos collègues du nord de l'Europe, hein, les Suédois, les Danois, etc., utilisent beaucoup ce vaccin et vraiment en ont des excellents retours. Et en France, on a quand même des vétérinaires là, qui ont commencé à vacciner des effectifs gourmeux avec vraiment de très très bons résultats. Donc, vacciner les chevaux des écuries à risque, notamment les écuries qui vont avoir beaucoup de mouvements de chevaux, présence de jeunes chevaux et des épisodes de gourme antérieure. Le tétanos, 2 primo-vaccinations à 4 à 6 semaines d'intervalle. Donc ça, vous savez que vous pouvez avoir le grippe tétanos qui peut être fait. Donc voilà. L'immunité est généralement atteinte dans les 14 jours après la deuxième injection et ça peut durer assez longtemps. Alors il y a quand même une recommandation des Américains pour effectuer un rappel lors de plaies ou de chirurgie pour les chevaux vaccinés depuis de 6 mois.
Donc ça veut dire que si par exemple on a un cheval qui n'a pas été vacciné, enfin qui doit être castré, qui n'a pas été vacciné depuis plus de 6 mois, on peut faire un rappel parce que voilà, on sait qu'il va y avoir une intervention derrière. Voilà, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une maladie non contagieuse, mais c'est une maladie mortelle qui peut se contrer par un simple vaccin. Et dans les choses qui sont extrêmement importantes, hein, c'est quand on accompagne des populations de chevaux, un cheval en particulier, c'est vraiment de prendre l'habitude de prendre la température régulièrement de vos chevaux. Encore une fois, s'ils ont 42 fièvres, ils vont être dans un coin de leur box complètement abattus, ils vont pas vouloir manger, etc. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Par contre, s'il a 38,8 ou 39, pas forcément, il va continuer à manger, etc. Et par contre, vous ne saurez pas que ça va pas. Petit aparté donc sur le RESP, hein, je vous ai montré tout à l'heure les alertes du RESP. Donc le RESP s'appuie sur plus de 900 et aujourd'hui plus de 1000 vétérinaires sentinelles qui sont simplement des vétérinaires qui ont dit bah, moi je veux surveiller les maladies. Euh, c'est intéressant parce que vous avez une remontée des informations du terrain vers le RESP avec des analyses qui permettent de savoir où est-ce qu'il y a des maladies. Et ensuite, le reste va faire redescendre les informations pour dire, par exemple, bah, dans cette région-là, c'est jamais ciblé, hein, mais par exemple, en Loire-Atlantique, il y a un cas de HV1, forme nerveuse. Et donc, dans ces cas-là, vous allez peut-être vous dire, bah, tiens, moi, je vais peut-être pas aller à ce concours-là parce que cet endroit-là, il y a une maladie. En tout cas, ça permet de surveiller et de savoir un peu ce qui se passe en France. Et l'autre chose aussi, c'est que la moitié des analyses est prise en charge par le RESP et donc l'autre moitié par les propriétaires. Donc, ça, il y a un avantage financier aussi pour les propriétaires pour faire ces déclarations. Donc en résumé, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, la réponse à la question est-ce qu'il faut vacciner son cheval, c'est oui. C'est une étape indispensable à la prévention de la propagation des maladies infectieuses chez le cheval. Ça va de pair avec toutes les mesures de biosécurité qu'on va pouvoir prendre, notamment la prise de température, notamment l'isolement de nouveaux arrivants, etc. Mais voilà, c'est vraiment très important. J'ai fini et donc je suis à votre disposition si jamais vous avez des questions. Alors, il y a eu quelques questions dans le chat. Déjà, est-ce que tout ce que tu nous as dit là, ça concerne également les ânes et les mules? Pour les vaccinations, oui. Pour les vaccinations, on peut vacciner, bien sûr, il faut vacciner son âne et sa mule contre alors, contre la grippe, contre EHV, c'est une très bonne question parce qu'en fait, comme il y a des asines herpès virus, c'est pas forcément totalement adapté, mais voilà, la grippe, oui, c'est intéressant et important. Pour les chevaux qui ne participent pas à des rassemblements dans des écuries où il y a peu de mouvement, peut-on s'abstenir de vacciner? Est-ce que tu as écouté la partie sur le tétanos? Sinon, pour quelles raisons? Dans ce contexte, le protocole de primo-vaccination avec 3 injections pour la grippe est-il nécessaire? Ne pourrait-il pas y avoir que 2 injections, par exemple? Alors, la réponse est enfin, non et non. Pourquoi c'est important de vacciner son cheval? Parce que si vous avez un cheval qui est dans une écurie avec trois autres chevaux, vous dites, mon cheval, il sort jamais. Sauf que demain, par exemple, vous allez avoir un de vos chevaux qui va avoir une colique. Il va falloir l'emmener en clinique vétérinaire et là, il va se retrouver dans un milieu. En fait, ça va être l'élément, entre guillemets, naïf au milieu. C'est comme dans un hôpital, hein, quand on arrive dans un hôpital, forcément, il y a quand même une pression. Euh, enfin une pression infectieuse autour qui est assez importante. Et donc ça veut dire qu'on globalement quelque part on met un peu le cheval en danger par rapport à ça. Enfin voilà. Et c'est s'il se remet de sa colique, ce serait quand même dommage que il attrape la grippe parce que voilà il n'était pas vacciné. Donc oui, effectivement, on peut se dire, OK, il n'est pas vacciné, etc. La question, effectivement, ne se pose pas du tout pour le tétanos, parce que le tétanos, c'est encore une fois pas contagieux et votre cheval peut marcher sur un clou, se faire une petite blessure que vous n'allez même pas voir et mourir du tétanos. Et je vous assure que c'est pas beau à voir hein, d'un cheval qui a le tétanos. Donc voilà.
Donc déjà rien que pour ça, c'est important. Et puis par exemple, si on parle de West Nile, alors après ça dépend de la région dans laquelle vous êtes, hein, mais West Nile, pareil, c'est pas une maladie infectieuse, mais c'est une maladie qui va se transmettre par les moustiques. Et les moustiques, ils vont pas s'arrêter au fait que votre écurie, il y a que 3 chevaux et qu'ils sont pas vaccinés parce qu'ils bougent pas. Ça, le moustique, il s'en fiche complètement. Donc voilà. Donc Et c'est puis les maladies où important. nous, on peut être vecteur et que le maréchal passe d'une écurie à une autre. Aussi, exactement, tout à fait. Oui, on n'a pas parlé de ça, mais le vétérinaire, parce que là, je vous parlais d'aller éventuellement en clinique, mais le vétérinaire, alors bon, le vétérinaire, il est censé savoir tout ça et donc se laver les mains, etc. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent rentrer, le marchand d'aliments qui est allé dans l'écurie d'avant, etc., où les chevaux toussaient un petit peu, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de se dire, voilà, il faut les vacciner. Et donc non, le protocole de vaccination, il est vraiment avec 2 primo-injections, un rappel à 6 mois. Après, vous pouvez faire des rappels tous les ans si c'est plus simple. Et d'autant plus s'il ne bouge pas. Là, pour le coup, on est d'accord. Mais voilà, c'est important de faire les choses selon les règles établies. Sonia nous dit bonjour, les vaccins sont, je trouve, beaucoup plus mal tolérés aujourd'hui, surtout celui de la rhino. Y a-t-il une explication? Non, il n'y a pas forcément d'explication. Franchement, celui de la Rhino, je ne sais pas ce que ça fait éventuellement sur les chevaux. Alors, il y a des chevaux qui, comme les gens, hein, sont plus réactifs et plus... Enfin, oui, ils réagissent au vaccin, vont faire de la fièvre, vont faire des petites zones douloureuses là, au point d'injection, etc. Euh, mais d'une façon générale, ça se passe quand même plutôt très bien, je trouve. On a une question qui va dans la même catégorie. Donc, un vaccin est aussi potentiellement agressif ou, fatigant. Comment apprécier avantages-inconvénients sur un cheval âgé avec un cushing débutant, notamment à propos du tétanos, pour un cheval de 28 ans vacciné toute sa vie? Est-ce qu'il a stocké des anticorps? Alors, s'il a été vacciné toute sa vie contre le tétanos, les anticorps peuvent durer à peu près 3 ans. Donc, ça veut dire que, par exemple, s'il a été vacciné l'année dernière, vous pouvez attendre un petit peu pour le revacciner. Le truc, c'est que, oui, si vous avez des vaccins qui vaccinent que contre le tétanos, donc ça, c'est possible. Après, il faut bien savoir hein, qu'un cheval âgé, justement, ce sont ceux qu'il faut vacciner le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est comme chez les personnes âgées, ils ont une immunité qui est plus aussi efficace et donc ils ont besoin effectivement d'avoir des vaccins et d'avoir leur système immunitaire qui soit sollicité plus souvent. Donc c'est souvent eux d'ailleurs qui vont être un peu la- le- les cibles, on va dire, de toutes ces maladies-là, hein. Combien de temps d'isolement tu recommandes pour un nouvel arrivant dans une écurie? Alors, je dirais au moins 3 semaines. Enfin, 3 semaines, c'est bien. Après, si on peut pas faire 3 semaines, voilà. Mais il faut se dire que l'isolement, c'est pas forcément dans un box séparé de tout le monde. C'est-à-dire que il peut être dans un paddock, par exemple, isolé. L'idée, c'est que il ne puisse pas, entre guillemets, être en contact ni direct ni, on va dire, cracher ces petits virus ou ces petites bactéries sur les autres, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de distance, mais il peut être isolé, par exemple, dans un pré un peu plus loin ou dans un paddock un peu plus loin, tant qu'il n'y a pas de... Voilà. Et tant que les personnes qui vont le voir c'est toujours le cheval qui est vu en dernier, parce que c'est le plus à risque, entre guillemets, et qu'on ait des habits ou en tout cas ouais, des protections pour aller le voir, en tout cas dans un premier temps. Et ces chevaux-là, il faut leur prendre la température 1 fois par jour et bien vérifier qu'effectivement vous n'ayez pas de fièvre, pas de signes de maladies infectieuses qui arrivent. Et ça peut permettre, ça c'est un autre sujet, également de faire le point au niveau parasitaire sur lui, de pas les mettre au milieu des autres tout de suite. Alors, Alexandra a loupé la vaccination annuelle pour son cheval du compo grippe tétanos au mois d'août. Est-ce que si elle fait le vaccin dès maintenant, ça suffit ou est-ce qu'il faut refaire la primo-vaccination à le rappel? On Bah, tolère il faut combien de temps de refaire. retard? Ben non, en fait, c'est pas une question de ça, c'est une question de législation. C'est-à-dire que
Oui, les anticorps, ils ne regardent pas le livret de vaccination et ils se disent pas, tiens, le 12 août, le cheval est plus protégé. C'est pas ça le truc. Mais c'est que il y a un règlement qu'il faut suivre et si notamment le cheval va en concours et que le carnet de vaccination est contrôlé à un moment donné, bah, le cheval ne sera pas dans les normes et ne pourra pas rentrer sur le site du concours, ou en tout cas sera disqualifié. Donc, en tout cas, il y a une règle par rapport à la compétition, et donc il faut respecter cette règle. Et ça veut dire que si on a dépassé le moment de vacciner son cheval, bah, il faut repartir sur une primo-vaccination, oui. Du coup, on a d'autres questions sur le tétanos, notamment par rapport au fait que, de ce que tu as dit tout à l'heure, je crois, par rapport du coup, il pouvait avoir des anticorps plus longtemps s'il était vacciné toute sa vie. Et donc, elle demande, est-ce qu'on peut vacciner contre le tétanos tous les 2 ou 3 ans? Oui, d'une façon globale, on peut. Comme en général, on associe le vaccin grippe-tétanos, il y a des vaccins grippe-tétanos et des vaccins grippe tout seul. Donc ça veut dire qu'on peut faire un vaccin grippe-tétanos une année et l'année d'après, voire éventuellement l'année d'après, faire grippe et refaire grippe-tétanos ensuite. Donc les chevaux gardent quand même des anticorps assez longtemps. Mais on sait aussi que, par exemple, si dans cette période de 2 ou 3 ans qu'il y a entre les vaccins, le cheval se fait une plaie ou le cheval doit avoir une intervention chirurgicale, il faudra le revacciner à ce moment-là ou avant. On lui Alors fait un Céline, je pense que ça répond aussi à ta question. Tu diras si c'est pas suffisant. Noémie qui nous dit, j'ai fait vacciner ma jument contre la rhino, elle sort pas en concours. Il y a seulement 2 chevaux sur 6 vaccinés contre la rhino dans le troupeau. Est-ce utile, sachant qu'il faudra faire le rappel tous les 6 mois alors qu'elle est vaccinée annuellement? Bah, non, la rhino, c'est pas une obligation. Je dis que c'est une recommandation, enfin, c'est une obligation chez les chevaux de course, mais chez les chevaux de sport, l'obligation, elle est tous les ans. Donc, si vous vaccinez votre cheval tous les ans, c'est bien, c'est très bien de coupler ça avec la vaccination grippe. Super. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si jamais j'ai loupé une question, mettez-la rapidement dans le chat. Un grand merci, Anne, pour ta présentation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses et que vous êtes convaincus que pour la santé de tous les chevaux de la planète, il faut vacciner le vôtre. Pour refaire un petit point sur Vigiresp, c'est donc un outil développé par le RESP où vous pouvez mettre des alertes et du coup vous recevez un petit mail pour vous dire quand il y a eu des cas de maladie dans votre département. Vous pouvez vous aussi, comment on dit, déclarer, voilà, déclarer. Pouvez-vous aussi déclarer les animaux malades qui sont dans votre entourage? Ça peut être le vôtre, ça peut être un cheval de votre écurie. C'est absolument pas nominatif. Ça va pas dire dans telle écurie il y aura un cheval. Ça, c'est des données qui vont rester pour le RESP et pour leurs analyses. Mais ce qui est mis officiellement sur le site, c'est 100% anonyme. Ça ne donne pas de localisation précise, c'est par département. Donc, dans chaque département, il y a quand même un paquet d'écuries. Donc, n'hésitez pas à vous aussi déclarer les chevaux malades qui sont autour de vous et à vous renseigner parce que c'est vraiment tous ensemble qu'on pourra faire en sorte qu'il y ait une vraie surveillance de tout le territoire et c'est super important. Euh, pour les prochains webinaires, donc déjà vous allez recevoir un mail avec le lien du replay donc, qui sera sur YouTube et sur mon site internet. Vous avez aussi tous les contacts du RESP dans le mail. Et pour les prochains webinaires, on se retrouve vendredi pour la transition vers du cheval ferré au cheval pieds nus. Quels sont les bénéfices, quels sont les défis et quelles sont les solutions parce que c'est pas quelque chose qui s'improvise de passer son cheval pieds nus. Si demain je vous dis marcher pieds nus sur les graviers, vous risquez de faire la tronche, et bien votre cheval aussi. Donc c'est quelque chose qui se prépare. Mercredi prochain, on a un webinaire d'Angélique Descarpentries sur les dernières quelques études qu'elle a sélectionnées qui sont sorties dans les 5 dernières années. Donc une mise à jour en alimentation équine. On parlera prise de poids, gestion de pâturage, santé, compléments alimentaires et les nouveaux éléments qui sont sortis récemment sur les ulcères gastriques. Donc, pour une petite review scientifique, c'est avec Angélique Descarpentries la semaine prochaine et c'est seulement 12 euros parce que j'ai à cœur que vous restiez à jour sur les dernières avancées. Et enfin, vendredi de la semaine prochaine, Gilles Van Bogert nous parlera des soins coopératifs. Donc, comment faciliter les soins au quotidien avec vos chevaux, avec
leur coopération et que tout se passe dans le plus grand des calmes, puisque le jour où vous devez mettre des gouttes dans les yeux de votre cheval tous les jours, si vous ne l'avez pas préparé en amont, ça peut vite devenir très très pénible. Donc tout ça, c'est des choses qui s'anticipent. Et le vaccin aussi d'ailleurs. Vous pouvez anticiper le fait d'apprendre à votre cheval qu'il va se faire vacciner et qu'il l'accepte beaucoup mieux. Voilà, un grand merci Anne pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, je crois, vu tous les messages que vous mettez dans le chat. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à répondre au petit questionnaire de satisfaction que vous aurez également dans le mail. Et puis, à très bientôt dans un prochain webinaire. Bonne soirée à tout le monde!